Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de notre série de vidéos sur le maternisme et nous voilà pour la troisième partie. Et comme promis, nous allons y aborder la question de l'afroféminisme. Nous allons voir les origines de l'afroféminisme. Eh bien, il faut savoir que l'afroféminisme ne peut se dissocier au mouvement black féministe, c'est-à-dire le mouvement des féministes afro-américaines. Et nous allons comprendre pourquoi. Pour comprendre l'afroféminisme, donc il faut un peu situer le black féminisme. Et pour situer le black féminisme, on est obligé de parler des féministes blanches des États-Unis, on va dire de la période du début du XXe siècle en fait. Donc on est au début du XXe siècle et apparaissent à ce moment-là les premières suffragettes blanches aux États-Unis. Alors, ces suffragettes du début du XXe siècle aux États-Unis vont vraiment se créer des associations de femmes, des associations de suffragettes pour faire bouger le Congrès afin que le 19e amendement de la Constitution des États-Unis puisse être activé. Cet amendement qui leur donnera le droit de voter au même titre que les hommes. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'en 1870 déjà, les hommes noirs ont le droit de voter. Donc, lorsqu'en 1919, ces femmes blanches réclament le droit de voter, elles ne comprennent, ils ont le droit de voter, mais pas elles. Donc, elles sont vraiment pleines d'amertume, de ressentiment, etc. Et elles veulent, elles, en tant que femmes blanches, avoir le droit de voter, parce que c'est une insulte que certains hommes noirs aient le droit de voter, et pas elles. Et donc, bien évidemment, les suffragettes blanches vont leur rire au nez, vont leur dire, mais écoutez, on n'a vraiment pas le même combat, on n'a pas les mêmes valeurs, donc vraiment, elles sont méprisées. Ces femmes afro-américaines qui veulent se lever et qui commencent à se considérer comme des féministes aussi, elles vont être vraiment maltraitées par les féministes blanches et malheureusement, elles ne vont jamais obtenir le soutien de ces suffragettes blanches. Alors, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, les femmes noires vont commencer à lutter seules. Et donc, ces féministes afro-américaines vont petit à petit commencer à combattre seules et elles vont commencer à comprendre qu'elles n'obtiendront jamais le soutien des féministes blanches. Mais elles sont des féministes quand même, des féministes afro-américaines. Et elles se rendent compte également qu'il y a du boulot, parce qu'il y a la ségrégation, il y a les actes de racisme, il y a le Ku Klux Klan. Et elles se mettent aux côtés des hommes noirs pour combattre en tant que femmes afro-américaines. Alors, l'événement qui va marquer le coup de grâce, c'est l'événement de Little Rocks, cette ville en Arkansas où se trouve cette école et ces 9 étudiants noirs à qui on refuse carrément d'entrer à l'école, d'avoir accès à l'éducation. Et ils vont se battre. Et ces événements-là vont marquer le début des luttes des droits civiques. Et dans cette lutte pour les droits civiques, les femmes noires vont participer. Des femmes comme les Rosa Parks, des femmes comme les Daisy Bates. Et il faut savoir que même parmi ces 9 de Little Rocks, donc parmi ces 9 étudiants, il y avait 6 filles et il y avait 3 garçons. Donc c'était déjà ancré dans leur tête que les femmes peuvent se lever pour combattre, peuvent participer à la lutte pour les droits civiques. Donc les mouvements féministes vont prendre de plus en plus d'ampleur à partir des années 60, des années 70. Et maintenant, on assiste à une nouvelle forme de lutte parce que ces femmes vont faire bouger les choses, elles vont demander des réformes institutionnelles jusqu'au contrôle de leur corps. Elles veulent être les maîtresses de leur corps. Elles veulent par exemple planifier les naissances. Donc elles vont demander le droit de pouvoir utiliser la contraception. Elles vont demander le droit de pouvoir interrompre leur grossesse. Donc c'est le début vraiment d'une très très grande révolution au niveau du féminisme durant ces années 60-70. Alors ce qui se passe au niveau des États-Unis avec les afro-américaines, on revient toujours sur cette question parce que ce sont elles qui vont vraiment inspirer les afroféministes. Et c'est aussi durant ces années 60-70 que aux États-Unis, on verra apparaître les mouvements, les groupuscules afro-américains
tels que les Black Panthers par exemple, ou alors le comité de coordination non violente des étudiants qui est dirigé par Stokely Carmichael, dans lequel va d'ailleurs émerger la grande Kathleen Cleaver. Donc Stokely Carmichael, lui, va prôner le leadership féminin et va encourager fortement les femmes comme les Kathleen Cleaver par exemple à être des meneuses au sein de ces groupes, de ces mouvements. Mais au niveau des Black Panthers, on sent une espèce de, une espèce de réticence à accorder aux femmes certaines places de leadership. Kathleen Cleaver sera une exception formidable puisqu'elle sera l'une des seules et l'une des rares femmes à occuper une place aussi élevée en fait. Maintenant, les femmes comme les Angela Davis, les femmes comme les Assata Shakur justement vont se plaindre de ce manque de représentation au sein de ces groupements par rapport aux femmes. Donc les femmes n'ont pas vraiment leur place et elles vont évidemment se sortir du lot. Elles vont commencer à créer leur propre mouvement féministe. Les féministes noires vont véritablement être déçues parce qu'elles ne comprennent pas. D'un côté, il y a les blanches, les féministes blanches qui ne veulent pas les accepter au sein de leurs associations parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas le même combat, elles n'ont pas les mêmes valeurs, etc. D'un autre côté, il y a les combats qu'elles vivent dans la société, une discrimination, un racisme, un sexisme, et voilà qu'elles connaissent le phénomène du sexisme au sein même des groupes, au sein même des mouvements noirs tels que le Black Panthers, où on ne leur donne pas assez de place pour s'exprimer, on ne leur permet pas de grimper les échelons. C'est dans ce contexte-là que naîtra le mouvement Black Feminism. Ce mouvement qui est très intéressant puisque c'est dans le sillage des Black féministes que les afroféministes vont s'inscrire. Alors, comment va naître le mouvement afroféministe? Le mouvement afroféministe va naître en Europe dans les années 90. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler de l'afroféminisme. Et ce mouvement va donc naître dans le sillage des Black féministes, donc les afro-américaines féministes. Maintenant, il y a un facteur qui va contribuer à l'existence donc de l'afroféminisme, c'est l'immigration. Donc, à partir, on va dire, des années 80, l'Europe va arriver à un stade où l'immigration va atteindre, on va dire, son apogée, si on peut parler comme ça. Donc, les enfants d'immigrés qui vont former ces afro-descendantes, ces femmes afro-descendantes qui plus tard vont devenir les afro-féministes, vont commencer à s'interroger sur leurs conditions. Si on prend le cas de la France par exemple, parce qu'il y a eu des afro-féministes en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, un peu partout. Mais prenons le cas de la France qui est un cas très intéressant et qui nous permet de nous rapprocher encore plus de la situation, on va dire, des Black féministes. Alors en France, il y a eu évidemment le Bumidum qui a permis à ce que les afrodescendants d'outre-mer puissent venir habiter dans la métropole française. Donc il y a vraiment, à partir de ce moment-là, beaucoup d'afrodescendantes. Ensuite, il y a évidemment tous ces immigrés qui viennent d'Afrique également. Et c'est très important de mettre d'un côté les afrodescendants qui viennent des Antilles, qui viennent d'outre-mer, et de l'autre côté de mettre ces afro-descendants qui viennent d'Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est que les afro-féministes sont les enfants de ces immigrés qui viennent d'outre-mer et qui viennent également d'Afrique. Et ce sont des femmes, des jeunes femmes, qui commencent à s'interroger sur leurs conditions en tant qu'afro-descendantes dans la diaspora et les médias qui vont de plus en plus permettre une ouverture vers le monde états-unien va faire en sorte que ces femmes afrodescendantes vont commencer à observer ces mouvements black féministes des États-Unis et se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de similitudes entre elles. Elles se reconnaissent en elles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intersectionnalité dans l'afroféminisme, c'est-à-dire les différents points de lutte. Il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a la discrimination à l'emploi, toutes ces choses que des femmes
afrodescendantes uniquement connaissent parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont noires. Et les afro-américaines et les afrodescendantes d'Europe sont finalement des femmes qui évoluent dans des environnements qui ne sont pas leur environnement d'origine. Et on leur fait bien comprendre justement qu'elles n'ont rien à faire là, parce que leur couleur de peau trahissent justement le fait qu'elles ne viennent pas de là. Donc, les afro-américaines sont les anciennes descendantes, sont des descendantes d'esclaves. Les afro-descendantes d'Europe sont des enfants d'immigrés ou sont des descendants d'esclaves des Antilles. Et donc là, elles ont affaire à une société qui leur est hostile et qui leur ferme les portes sur bien des points. Et elles se reconnaissent, ces afro-féministes, qui ne s'appellent pas encore comme ça, mais qui vont commencer à s'appeler comme ça, justement en observant les black féministes des États-Unis. Mais alors qu'aux États-Unis, les black féministes sont les descendantes d'esclaves, en tout cas en majorité, elles veulent justement réclamer des droits comme les femmes blanches américaines, parce qu'elles sont toutes femmes. Elles veulent les mêmes droits que les femmes latino-américaines. Donc ce sont des femmes qui font partie des minorités et qui demandent de s'inscrire dans la même logique, dans la même égalité que les femmes blanches. Donc elles combattent la discrimination sur tous les points, au niveau, au niveau social, au niveau économique, etc. Elles veulent exactement les mêmes droits que les femmes blanches. Elles veulent l'égalité avec les hommes et avec les femmes blanches également. Alors, le cas des afroféministes en France est très intéressant parce que d'un côté, vous avez les afrodescendantes des Antilles qui ont à peu près le même combat que les afro-américaines. C'est-à-dire qu'elles ne... elles ne connaissent plus vraiment l'Afrique et ses traditions. Elles aspirent à connaître cela. Mais il y a une chose, c'est qu'elles se disent citoyennes françaises. Vous voyez, donc elles veulent avoir les mêmes droits que les Françaises de souche, parce qu'il n'est pas question qu'elles soient discriminées à cause de leur couleur de peau, par exemple. Mais d'un autre côté, vous avez un autre type de féministes qui sont les descendantes d'immigrés, ces afroféministes-là, des descendantes d'immigrés africains. Alors, lorsque ces afrodescendantes originaires des Caraïbes, des Antilles, combattent ce qu'on appelle le privilège masculin dans leur combat en tant qu'afroféministes, il s'agit de l'homme en général. Ça peut être l'homme français de souche, ça peut être l'homme antillais aussi, ça peut être l'homme africain, donc c'est vraiment l'homme en général. Alors, de l'autre côté, on a ces afrodescendantes qui sont les filles d'immigrés africains. Alors la différence c'est quoi? C'est qu'elles ont encore ce poids des traditions qui leur viennent parfois de leurs parents. Donc elles connaissent des phénomènes tels que le mariage forcé, des phénomènes tels que l'excision, des phénomènes tels que la polygamie, et elles sont en train de combattre non seulement les discriminations, non seulement les injustices qu'elles connaissent en terre d'accueil, si on peut parler comme ça, mais elles luttent également contre le poids de certaines traditions qui les suivent jusque sur cette terre d'accueil, alors qu'elles sont détachées d'Afrique, alors qu'elles sont peut-être dans une logique d'intégration. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les afroféministes se disent afro-féministes avec le préfixe afro, parce qu'elles ne rejettent pas totalement leur appartenance africaine, leur africanité. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est elles n'évoluent pas en Afrique, elles évoluent hors des terres d'Afrique et elles exigent des places dans des sociétés qui finalement ne leur donnent pas cette place. Donc on va observer aussi que les féministes africaines qui continuent à évoluer en Afrique vont réagir différemment contre le poids des traditions, vont dénoncer différemment le poids des traditions. Pourquoi? Parce que quelquefois elles sont encore ancrées dedans, ou quelquefois elles croient encore en certaines religions elles-mêmes. Donc parfois elles ne vont pas se reconnaître dans les combats des afroféministes par exemple. Maintenant, il y a des féministes africaines, d'après certaines observations, qui vont justement continuer, bien qu'étant en Afrique,
continuer à dénoncer le poids des traditions africaines. Mais de l'autre côté, donc vous avez les afroféministes qui évoluent en dehors de l'Afrique et qui vont de manière beaucoup plus active, de manière beaucoup plus brutale parfois, dénoncer certains faits des traditions africaines parce qu'elles ne se reconnaissent plus dedans, du tout, du tout. Donc vraiment, on verra que dans la lutte afroféminisme, il y a beaucoup, beaucoup de pôles. C'est pourquoi on parle d'intersectionnalité. Donc elles ont vraiment, vraiment du boulot, les afroféministes. Je ne dis pas que les féministes africaines n'en ont pas, mais la lutte des afroféministes qui se fait en dehors des terres d'Afrique est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus compliquée puisqu'il y a cette question d'intersectionnalité. Alors bien évidemment, il s'agira également de voir quelques figures du féminisme africain et quelques figures de l'afroféminisme. Mais cela, on verra en entrant petit à petit dans le vif du sujet, c'est-à-dire le maternisme. En abordant le maternisme, nous verrons non seulement quelques figures de l'afroféminisme et quelques figures du féminisme africain, mais nous aborderons également les pensées féministes africaines et les pensées afroféminisme, parce que ce sont ces pensées-là justement qui nous permettront de réfléchir sur le maternisme. Alors comme toujours, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour donc la prochaine vidéo dans laquelle nous allons entrer dans le maternisme petit à petit. Merci beaucoup, à la prochaine.